On entend souvent parler d'un conflit oublié, d'une vieille histoire de décolonisation qui traîne, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est faux. Ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est une guerre silencieuse, dont les enjeux, eux, se comptent en milliers de milliards d'euros. Alors, regardez bien cette image. On se dit, tiens, le Sahara, une simple étendue de sable, classique. Mais attendez, si on zoome un peu, si on regarde de beaucoup plus près, ce qu'on voit là, ce n'est pas du tout la nature. Non, c'est une arme. Ce que c'est en réalité, c'est une immense cicatrice. Imaginez 2700 km de long qui défigure le désert. Un mur, fait de sable, oui, mais aussi de barbelés et surtout de millions de mines. Et tout ça a été conçu pour une seule chose, cacher un secret. Un secret absolument colossal. Et ce secret, il a une valeur. La voici. 1000 milliards d'euros. Oui, 1000 milliards, c'est l'estimation des richesses que ce mur est censé protéger. Vous imaginez bien qu'une telle fortune, ça attise les convoitises, et pas n'importe lesquelles, celles des plus grandes puissances. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Pendant 50 ans, ce conflit était gelé. Personne n'en parlait. Et puis, tout à coup, en 2020, un simple tweet. Un tweet des États-Unis qui vient briser 50 ans de consensus international. Alors la question qu'on doit tous se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Et je vous le dis tout de suite, la réponse, elle n'a absolument rien à voir avec la paix. Bon, pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'on rembobine un peu. On retourne en 1975, au moment où tout a commencé. C'est l'histoire d'un héritage. Un héritage empoisonné. Ok, 1975. L'Espagne plie bagage et quitte sa dernière colonie en Afrique. Sauf que ce n'est pas vraiment une libération, c'est plutôt un vide de pouvoir. Et là, forcément, deux forces se jettent dessus immédiatement. D'un côté, on a le Front Polisario. Eux, ils représentent le peuple local, les Sahraouis, et ils veulent l'indépendance. Ils sont soutenus par le voisin, l'Algérie. Et de l'autre côté, il y a le Maroc qui dit « Attendez, ce territoire est historiquement à nous ». Et voilà, la partie d'échecs peut commencer. Et face à cette situation un peu tendue, le Maroc ne va pas faire ce qu'on attend. Pas d'invasion militaire classique, non. Il va tenter un coup, un véritable coup de génie stratégique. 350 000. Mais attention, ce n'est pas le nombre de soldats, pas du tout. C'est le nombre de civils. Des civils marocains, sans armes, que le roi Hassan II envoie tout simplement franchir la frontière. On a appelé ça la marche verte. Et là, c'est un véritable échec et mat géopolitique, c'est une tactique juste imparable. Pensez-y, comment on réagit à ça ? On ne peut pas tirer sur une foule de civils. L'armée espagnole, qui était en train de partir, est complètement paralysée. Le Polisario, lui, est totalement pris de court. Résultat, le Maroc prend le contrôle des villes principales, comme ça, de facto, sans tirer un seul coup de feu. Brillant. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. Une guerre de guérilla éclate. Et c'est pour figer ses positions, pour consolider ses gains, que le Maroc va construire ce monstre, le fameux mur des sables. À partir de là, le conflit est gelé, le territoire est coupé en deux, la population sahraoui est divisée, et une tragédie humaine vient d'être scellée pour les décennies à venir. Le conflit militaire est peut-être gelé sur le terrain, oui. Mais la vraie guerre, elle ne fait que commencer. Une guerre économique, silencieuse. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, depuis le début, la question, ça n'a jamais été le sable. Alors, quel est l'enjeu ? Commençons par le premier trésor. Un trésor si grand qu'il est visible depuis l'espace. Et c'est une ressource dont dépend littéralement notre capacité à tous de nous nourrir. Il s'agit de la mine de Boukra. Et attention, ce n'est pas juste une mine parmi d'autres, c'est l'une des plus grandes réserves de phosphate au monde et l'une des plus pures. Or, le phosphate, c'est l'ingrédient clé pour 90% des engrais sur la planète. Donc, le calcul est simple, celui qui contrôle cette mine, eh bien, il a un levier direct sur la sécurité alimentaire mondiale, sur ce qu'on a dans notre assiette. Et devinez qui en a pris le contrôle ? Le Maroc. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième trésor. Celui-là, il n'est pas sous le sable, il est juste à côté, dans l'océan. On parle de 1100 km de côte. C'est une véritable mine d'or liquide. Grâce à un phénomène naturel, le courant des Canaries, ces eaux sont parmi les plus poissonneuses du monde. Sardines, poulpes, une ressource qui génère des milliards chaque année. Et la question c'est, qui vient pêcher tout ce poisson ? Eh bien, principalement l'Europe. En fait, l'Union européenne signe des accords de pêche avec le Maroc, et ces accords incluent ces eaux-là qui sont pourtant contestées. En gros, l'UE ferme les yeux sur le problème juridique. C'est un deal, un échange tacite. On vous donne accès aux poissons et en retour, vous nous offrez le silence politique. Phosphate, poisson, on a déjà deux énormes raisons. Et pourtant, ça n'explique pas tout, surtout pas ce fameux tweet de 2020. Cela nous ramène à notre mystère de départ. Il y a un troisième enjeu, beaucoup plus récent et beaucoup plus critique aujourd'hui, qui va tout éclaircir.
Alors revenons-y. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les États-Unis, comme ça, du jour au lendemain, à reconnaître la souveraineté marocaine sur ce territoire et à mettre le feu à des décennies de diplomatie? La réponse en un mot, l'énergie. Plus précisément, le gaz. Dans le monde actuel, avec la crise énergétique, l'Europe a un besoin vital, désespéré de nouvelles sources de gaz. Et il se trouve que le Sahara occidental est devenu, un peu malgré lui, la clé géographique pour l'avenir énergétique de l'Europe. Pour bien comprendre, il faut regarder cette carte. On a 2 projets de pipeline, 2 projets titanesques qui s'affrontent. D'un côté, le projet marocain, un gazoduc géant qui partirait du Nigeria pour remonter toute la côte ouest africaine jusqu'en Europe. Le truc, c'est qu'il doit obligatoirement passer par le Sahara occidental. Et de l'autre côté, on a le projet concurrent, poussé par l'Algérie, un autre pipeline qui lui traverserait le désert et contournerait complètement le territoire disputé. Et là, on comprend tout. Le tweet de 2020, ce n'était pas juste un deal diplomatique, c'était un coup stratégique, un acte de sécurisation industrielle. En reconnaissant la souveraineté du Maroc, les États-Unis ont donné un avantage décisif au projet de pipeline côtier. Ils ont misé sur un cheval. Parce que la réalité, c'est ça. Celui qui contrôle ce petit bout de désert contrôle le futur robinet du gaz qui alimentera l'Europe. Finalement, tout ça, c'est juste une question de perspective. On nous a raconté l'histoire d'un conflit de frontières, une dispute postcoloniale un peu compliquée, mais en réalité, ce qu'on regardait depuis le début, c'est une lutte de pouvoir mondial pour le contrôle des ressources. Seulement voilà, pendant que les grandes puissances jouent leur partie d'échecs, il y a un coup. Un coup humain, et il est terrible. On parle de centaines de milliers de réfugiés sahraouis qui vivent dans des camps en plein désert algérien depuis bientôt 50 ans. C'est une génération entière qui est née sans patrie, en exil. Et leur avenir aujourd'hui ne dépend plus du droit international, mais des accords énergétiques et du cours du gaz. Au final, l'histoire du Sahara occidental, ce n'est pas tant l'histoire d'un peuple oublié que celle d'un peuple sacrifié. Sacrifié sur l'autel de notre confort énergétique. C'est une histoire qui vient nous rappeler une chose très simple. Derrière les grands jeux géopolitiques, derrière les gros contrats, il y a toujours une facture. Et dans ce cas précis, c'est un peuple entier qui la paye.